David Gruson, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes délégué général de la Fédération hospitalière de France et vous, à 3 mois de la présidentielle, vous lancez un cri d'alarme avec toute une série de propositions, on en parlera, pour sauver l'hôpital public. D'abord, quelle est-elle la situation? Quelle est la situation aujourd'hui à l'hôpital public et notamment aux urgences? Parce que je vous dis ça parce qu'à Dreux, je crois que c'est du jamais vu, il y a 11 médecins urgentistes qui menacent de tous démissionner étant donné la charge de travail, les conditions de travail épouvantables qui y règnent aux urgences. Alors, il y a effectivement une situation et des problématiques particulières qui existent aux urgences, un niveau de pression qui s'exerce sur le système, une progression forte, très forte ces dernières années de l'activité aux urgences. Mais il ne faut pas prendre cette question de manière isolée. Il faut y répondre avec des solutions adaptées. Mais c'est globalement la question de l'organisation du système, avec des rapports ville-hôpital, avec une capacité à mieux organiser les choses. Juste un petit témoignage, parce qu'on n'a pas forcément idée de ce qui se passe aux urgences. Il y a des moments maintenant, quand on va aux urgences, on est obligé d'attendre. Il y a vous voyez des gens il faudrait prendre en charge tout de suite, mais vous ne pouvez pas. Comment ça se passe? Racontez-nous un peu. Alors, aux urgences, il faut Et bien... comment c'était il y a 10-15 ans? Est-ce que ça marchait mieux? Alors, il faut bien réaliser qu'aux urgences, l'attente est gérée d'abord, prioritairement, sur des critères médicaux. Et que les urgences qui sont nécessaires sont prises en charge tout de suite. Néanmoins, en raison de problèmes d'organisation du système, il y a aujourd'hui un surengorgement des urgences. On a une problématique de permanence des soins en ville, l'après-midi, le soir. Et c'est ce travail sur les flux évitables qu'il faut qu'on conduise. Il y a des moments de la semaine où le pic est particulièrement sévère aux urgences? Oui, on le voit dans certaines zones, notamment la nuit, et puis aussi sur les horaires de plus en plus de fin d'après-midi, là où avant il pouvait y avoir des consultations non programmées en ville. Ouais, d'accord. Combien de temps d'attente? Alors vous dites ça dépend, évidemment, Oui. mais on peut attendre une demi-journée si on estime que son cas n'est pas grave, par exemple. Le critère principal, c'est celui de la nécessité du besoin médical. Quand Ouais. vous avez un besoin médical, vous êtes pris en charge dans les meilleurs délais tout de suite. Mais c'est vrai que pour ce qui ne relève pas de l'urgence, qu'on appelle la bobologie, il peut y avoir des délais d'attente plus longs liés à des problèmes d'organisation du système. Voilà. Ça génère du coup du stress et les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre des heures alors qu'ils estiment que leur cas est grave, non, j'imagine? Oui, alors on fait de la pédagogie. Il y a aussi un travail sur la prévention des comportements qui existent, d'incivilité, pour essayer de protéger les professionnels hospitaliers, les professionnels de santé dans leur ensemble. Parce que cet engorgement crée des incivilités, forcément. Oui, c'est pas le seul facteur, mais il y a aujourd'hui une pression qui s'exerce et il faut y répondre. C'est pour ça que la Fédération a demandé et obtenu le principe d'un fonds de sécurisation des établissements. Alors, David Gruson, je vous propose d'écouter le témoignage d'une interne qui dénonce cette situation aux urgences. Elle avait d'ailleurs interpellé la ministre, elle avait été médiatisée, cette interne, parce qu'elle avait interpellé la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans une vidéo qui avait fait le buzz, comme on dit. On l'écoute. Je ne peux plus voir mes collègues, voir une infirmière ou une aide-soignante qui part le soir et qui pleure cachée dans les toilettes du service. C'est déjà un métier particulièrement difficile. On l'a choisi. Là, on ne peut pas l'exercer dans des conditions où c'est nous qui sommes aujourd'hui les malades à l'hôpital. David Gruson, l'un des problèmes, c'est que le soir, comme vous dites, si on a une urgence, on téléphone à qui? Les médecins, ils répondent plus, ils peuvent pas forcément vous prendre, et donc on va aux urgences. C'est pour ça que l'hôpital joue de plus en plus le rôle finalement de filet de sécurité en dernier recours. Nous, au niveau de la Fédération hospitalière de France, on ne s'en réjouit pas. D'ailleurs, on mène un travail d'ouverture vers la médecine de ville. On leur propose de s'associer à nos travaux. On a un dialogue confiant avec eux. On met sur la table des propositions très concrètes pour renforcer les liens ville-hôpital. Après, je pense qu'il ne faut pas caricaturer... Et concrètement, vous allez dire, il faut que les médecins de ville ils puissent ouvrir le week-end, il faut qu'il y en ait plus, il faut que... Je pense qu'il faut... La clé de notre raisonnement, c'est de mieux territorialiser les choses. Regarder sur chaque territoire de santé quels sont les besoins, et puis avoir des solutions adaptées, faire confiance surtout aux professionnels. Aujourd'hui, on a appliqué en ville et à l'hôpital des solutions trop centralisées, trop bureaucratiques. Territorialiser les choses, ça veut dire qu'il y a certains hôpitaux qui, effectivement, sont victimes d'engorgement, et à d'autres endroits, il y a les hôpitaux qui sont totalement sous-utilisés, mais qu'on ne ferme pas parce que le maire du coin, il dit « Ah ben non, moi je veux garder mon hôpital, même s'il y a très peu de patients, une ville, ça doit avoir sa mairie, son café et son hôpital. » Il faut faire attention au discours simplificateur. Par contre, on assume un discours fort sur la recomposition de l'offre de soins dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire qui se structurent. Il faut sans doute aller plus loin. C'est-à-dire il faut les fusionner, groupements hospitaliers? Oui, c'est ce qui se passe. Les hôpitaux se rassemblent, pas forcément sous forme de fusion juridique, mais sous forme d'entité commune. Et nous, on dit qu'il faut reconvertir certaines structures, qu'il faut aussi développer de nouvelles solutions, le numérique en santé, la télémédecine. Des solutions existent pour renforcer l'accessibilité des soins sur le terrain auprès des patients.
La télémédecine, c'est-à-dire on reste chez soi et... Oui, enfin, on reste chez soi, ou aussi pour les personnes âgées, les personnes handicapées, on reste dans l'établissement qui nous prend en charge pour éviter un flux aux urgences, parce qu'un flux aux urgences d'une personne âgée qui pourrait être suivie par son spécialiste à distance, c'est un désagrément pour la personne et c'est un transport sanitaire qui pourrait être évité sur l'assurance maladie. Est-ce que les hôpitaux ne doivent pas aussi faire des efforts de gestion? Par exemple, absentéisme, 23 jours d'absentéisme par an, on dit que c'est un fléau qui augmente chaque année. C'est 7 jours de plus que la moyenne nationale. Alors, le taux d'absentéisme dans la fonction publique hospitalière, c'est 8%, c'est moins que dans la fonction publique d'État et pareil que dans la fonction publique territoriale. Néanmoins, on porte des propositions très fortes sur le présentéisme. La FHF a déploré la suppression du jour de carence. On en demande le rétablison qui représente... C'est-à-dire que vous demandez à ce qu'une oui. infirmière ou un interne qui ne vient pas soit pénalisé financièrement dès le premier jour, au bout d'un jour. Il y a 3 jours dans le secteur privé. Voilà. L'année où le jour de carence est appliqué, ça représentait l'équivalent de 90 millions d'euros d'économies pour les hôpitaux. On préfère que cet argent-là soit réutilisé pour conforter les effectifs auprès des malades. Parce qu'on imagine que ça crée du stress. Évidemment, si on est 2 dans le service que son collègue ne vient pas, résultat, celui qui est là, qui est le bon élève, il a 2 fois plus de boulot. Oui, bien sûr. Et il faut avoir des réponses globales. Par ailleurs, on propose très fortement des actions crédibles sur la qualité de vie au travail, renforcer les actions de santé au travail pour agir sur ces facteurs de risques psychosociaux. David Gruson, on a coutume de dire que la France est l'un des pays qui compte le plus de lits par habitant au monde. Est-ce que c'est vrai? Et si on a autant de lits d'hôpital, où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on a des hôpitaux engorgés? Alors attention aux préjugés, la France a moins de lits par habitant que l'Allemagne. Il y a des efforts à faire sur la structuration des lits d'hospitalisation, notamment la chirurgie ambulatoire, et qui permet de développer... La chirurgie ambulatoire, on rentre le matin sur un jour. Et le soir on couche chez soi. Exactement, ça permet de faire moins de lits de chirurgie d'hospitalisation complète. Par contre, on a besoin de conserver des capacités, voire en développer en médecine pour faire face au vieillissement. Alors pourquoi ne le fait-on pas plus? À chaque fois, on en parle de la chirurgie. Elle se développe très vite ces dernières années. On peut aller plus loin. On peut aller vers l'objectif de 60% d'activité de chirurgie en ambulatoire. Okay. Vous dénoncez des coups de rabot. En même temps, le déficit de l'assurance maladie, c'est 4 milliards d'euros l'an dernier. Et d'ailleurs, les efforts de productivité mis en œuvre par les hôpitaux n'ont jamais été aussi importants. Ce qu'on dénonce, c'est une politique d'injonction paradoxale qui amène à faire supporter sur les hôpitaux des charges externes qui ne sont pas financées. Un exemple, la revalorisation du point dans la fonction publique, ça représentera 750 millions d'euros de charges en plus pour 2017. Ce que vous voulez dire, c'est que quand le gouvernement généreusement dit on va augmenter le salaire des fonctionnaires... Ça s'implique... Vous n'avez pas l'argent, mais vous devez honorer la promesse du gouvernement. Ça crée une tension supplémentaire sur les budgets hospitaliers et donc derrière des facteurs de stress supplémentaires pour les professionnels sur qui repose une partie de l'effort d'ajustement. Bon, c'est une tarte à la crème que je vais dire, mais est-ce que c'est vrai que les 35 heures ont grandement déstabilisé l'organisation à l'hôpital public et que si c'était à refaire vraiment, on ne le ferait pas? C'est l'endroit où il ne fallait pas le faire. Alors, nous relevons tous les facteurs de désorganisation liés au déploiement des 35 heures à l'hôpital. Il y a notamment une problématique majeure qui est l'accumulation des heures dues pour les professionnels, principalement. Parce qu'en fait, vous travaillez énormément et vous devriez récupérer ces heures et vous ne les récupérez jamais. 600 millions de stocks d'heures dues. Alors après, dans les propositions qu'on met sur la table, elles sont pragmatiques. On propose d'assouplir un certain nombre de règles, notamment les organisations de travail sur certains points, sans mettre en cause le statut de la fonction publique ni statut des praticiens hospitaliers, mais en donnant plus de souplesse et surtout personnaliser davantage la relation de travail à l'hôpital. David Gruson, on sait que ça va mal, l'hôpital français. Néanmoins, on voit souvent des reportages en Angleterre où ça a l'air d'être pire. Est-ce que quand même l'hôpital français reste l'un des meilleurs au monde? L'hôpital public et notre système de santé reste une fierté pour notre pays par rapport à ce qui existe dans d'autres pays développés, mais c'est un système et une fierté qui aujourd'hui sont menacés. 2 tiers des Français, on les a interrogés, sont inquiets pour l'avenir du système de santé. Il faut agir, on propose des solutions pragmatiques si on veut que notre système redevienne le meilleur du monde. Merci beaucoup David Gruson, donc délégué général de la Fédération hospitalière de France, qui présentiez aujourd'hui une plateforme avec 50 propositions à destination du futur président de la République pour sauver l'hôpital public. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, la pression ne retombe pas sur François Fillon. Dans une vidéo d'envoyé spécial diffusée hier, on pouvait entendre Pénélope Fillon affirmer que jamais elle n'avait été l'assistante parlementaire de son mari. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Pénélope Fillon, la confession accablante.